Jean-Thomas est un garçon formidable qui est né en 1983, donc il est beaucoup plus jeune que Pierre, vous l'aurez compris. Il est diplômé de l'EDEC à Master en finance, et puis après, tu es rentré directement, Jean-Thomas, dans le groupe familial. T'as pas eu envie de faire tes armes ailleurs, de faire tes bêtises ailleurs? Alors si, j'ai eu évidemment envie de quitter, en tout cas de pas. J'ai pas toujours été attiré par le transport quand j'étais petit, quoi. C'était pas le truc que je jouais avec des camions. Je suis rentré là parce que, en fait, il y avait un écart d'âge important avec mon père et à l'époque, il n'y avait pas de successeur déclaré au sein de la famille. Et je voyais mon père qui avait mis en place un dirigeant par intérim pour faire la jointure entre lui et moi, perdre ce dirigeant au plein milieu de la crise de 2008, ce qui fait qu'il a dû remettre les mains dans le cambouis. Et moi, je ne voulais pas le laisser, à la sortie de mes études, trop espérer, ou en tout cas rester. Je l'ai vu vraiment mal en point, prendre ce coup sur la tête quand il a dû remettre les mains dans le cambouis après le départ de ce DG. Ça l'a vraiment mis un coup. Et moi, je me suis dit, mais attends, tu ne peux pas partir en finance à l'étranger, etc. Là, il faut maintenant que tu rentres assez vite dans l'entreprise pour savoir si oui ou non le transport, ça te plaît, tu as envie de bosser dans la boîte familiale, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis une croix là-dessus. Aujourd'hui, c'est un regret, mais d'un autre côté, voilà, ça me paraissait évident à l'époque de devoir le faire. Alors quand tu arrives, t'as beau être le fils d'eux, t'as quand même eu quelques légères difficultés. Enfin, tout n'était pas rose, si je puis dire. Hein. Donc t'avais des baronnies, t'avais des vieux de 30 ans de plus que toi à gérer. Il y avait des régions compliquées, l'Île-de-France au nord. Donc voilà, c'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. Mon père m'a eu l'intelligence quand il m'a vu progresser, de me laisser faire mes bêtises. C'est-à-dire qu'il m'a toujours soutenu et surtout, il venait pas me dire toutes les 5 minutes ce que je devais faire, etc. Il m'a laissé faire ma propre expérience et la jeunesse et l'inexpérience, c'est une maladie dont on guérit tous les jours. Donc, c'est aussi par les erreurs qu'on y arrive, etc. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu progresser. Et mon père m'a mis systématiquement dans les bureaux qui étaient les plus en difficulté. Alors évidemment, avec des tailles qui allaient crescendo. Ce qui est bien avec les trucs en difficulté, c'est que quand ça va vraiment mal, on peut difficilement faire pire quand on bosse. Et deuxièmement, on en ressort avec des titres de noblesse un peu plus avancés. Voilà. Et donc, mon parcours a été fait d'endroits difficiles, ce qui m'a collé un peu à la peau aussi. Puisque j'ai eu un peu l'image du boucher charcutier. D'accord, mais comment on fait pour casser une baronnie quand on sait qu'on doit péter le truc là, ou virer la personne? À un moment, c'est ça l'intérêt de pouvoir avoir quelqu'un qui vous fait confiance. C'est qu'il avait mis lui-même en place des gens avec qui il avait laissé une confiance totale, etc. Et puis finalement, à un moment, la réalité des faits, des chiffres, du management, des difficultés est là. Et lui n'avait plus forcément cette volonté à 70 ans, etc., d'aller à l'encontre de ça. Et quand je lui ai dit, voilà, papa, factuellement, comment moi je vois les choses, il m'a laissé faire. Ouais. Alors, l'histoire donc, du groupe, c'est 1925. C'est ton arrière-arrière-grand-père qui rachète la boîte. Et ton arrière-arrière-grand-père, il avait un super métier. Il était paysan. Alors, il était effectivement paysan. Et j'aime beaucoup cette anecdote. En fait, c'est l'anecdote que moi je veux bien raconter parce qu'il y a plusieurs anecdotes. C'est en 1925. Oui. Mon arrière-grand-père, il est effectivement paysan et il rachète cette entreprise qui a des chevaux et qui effectivement opère le transit entre Kehl et Strasbourg, d'où notre ADN international et notamment notre prisme franco-allemand. Parce qu'il y avait plus de chevaux dans cette entreprise que le plus gros paysan du village. Et donc c'était une sorte de compétition et de build-up avant l'heure. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et oui, on n'oublie pas nos origines terriennes. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est une belle ETI. Hein, tu es autour du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs aujourd'hui, Jean-Thomas? 3700. 3700. Et donc l'offre a quand même bien changé depuis l'époque des chevaux. Hein. L'offre a considérablement changé, quoique on revient de plus en plus à des modes doux, puisqu'on livre à vélo aujourd'hui, en triporteur, et puis voilà, tout ça s'est diversifié considérablement. Aujourd'hui, on n'est plus transporteur, mais organisateur de transport, ce qui fait qu'on opère par tout type, par l'ensemble des modes de transport à notre disposition, et qui répond à des attentes précises de nos clients en termes de rapport qualité-prix et de plus en plus en tenant compte de contraintes environnementales, d'une transition que souhaitent mettre en place nos clients à travers leurs prestataires de transport. Alors ça, c'est vraiment important, c'est dans la génétique de l'entreprise, développement durable, RSE, et puis les véhicules électriques aussi, hein, Jean-Thomas? Oui, absolument. On est de plus en plus tourné vers... Alors on avait... quelques temps avant que M. Poutine décide d'envahir ce charmant pays qu'est l'Ukraine, on avait mis en place une stratégie à la base de GNV, ou en tout cas de camions à GNV. Évidemment,
l'impact sur le prix de l'énergie a été considérable, non pas qu'il ne le soit pas sur les autres énergies, mais évidemment ça a mis à plat cette stratégie-là. Et donc de plus en plus on se dirige, parce que la technologie évolue aussi énormément, hein. À terme l'hydrogène viendra, etc. Donc il faut rester très agile et très attentif à l'évolution des différentes technologies et de l'installation des différentes infrastructures de recharge, puisque c'est avant tout ça qui fait nos choix. On vient d'investir assez lourdement dans effectivement un partenariat avec un fabricant qui s'appelle Volta Trucks, et qui nous permet de déployer des véhicules électriques dont à la fois la charge utile et à la fois l'autonomie est suffisante aujourd'hui pour faire nos tournées, puisque sur le grand régional, jusqu'à présent, l'électrique ne répondait pas à cette problématique. Le e-commerce, tes enjeux pour ton métier dans ce secteur d'activité, parce que tu as aussi pas mal d'activités syndicales, et pour Epner en particulier? Alors, le e-commerce, c'est évidemment l'ensemble de nos clients cherchent à développer leur propre omnicanalité, hein. Donc, alors ceux qui peuvent segmenter à l'achat avec des volumes suffisants en e-commerce peuvent le donner à des acteurs qui sont tout à fait compétents en la matière et qui sont plus efficaces que nous, puisqu'ils traitent des volumes considérables, hein. Je ne ferai pas l'honneur de les citer ici, mais ils ont toute mon estime. Par contre, pour ceux qui cherchent à avoir un one-stop shop capable de à la fois livrer le particulier, le destinataire, etc. Nous, on est capable de proposer cette solution, soit en le déléguant si les volumes le permettent, soit en l'opérant par nous-mêmes. Mais évidemment, le e-commerce est de plus en plus un produit qu'on développe au sein même de l'offre qu'on propose à nos clients. Plus de 3000 collaborateurs, tu le rappelais, c'est facile dans tes métiers du transport de trouver des collaborateurs sympas, fidèles, rigolos et pas trop chers? Alors, rigolo, non. Pardon pour les 5 ou 6 qui sont avec moi aujourd'hui, mais... Voilà, vous n'êtes pas drôle, enfin ça dépend des jours. Non, d'ailleurs, je souhaite bon courage à mes clients qui sont là aussi. On les embrasse tous là. Hein. Non, mais ils sont drôles, compétents, ça, je sais pas, mais drôles. Et pour le reste, non, j'ai une super équipe, je suis très content. Après, il y a pénurie de talent dans le métier ? Non, mais la pénurie, elle touche tous les métiers aujourd'hui, on n'y échappe pas évidemment. Ça passe évidemment par nos métiers traditionnels, ça passe évidemment par les enjeux d'informatique, que ce soit sur le digital, la cybersécurité, etc. Nous, on développe aussi de plus en plus des canaux digitaux dans nos rapports avec nos clients, etc. Donc ça a évidemment un impact. Mais notre métier de base, qui est comme le transport, rien que les chauffeurs routiers, hein, je rappelle, aujourd'hui, il y a une pénurie de 400 000 chauffeurs en Europe. Elle était déjà considérable avant la guerre en Ukraine, mais il y a un gros contingent de chauffeurs qui venaient d'Ukraine et de Biélorussie qui sont plus disponibles actuellement. Nous, nos chauffeurs français passaient le permis de conduire au moment de leur service militaire. Combien ça gagne un chauffeur français, Jean-Thomas, en début de carrière? En début de carrière, ça gagne 2002, quoi, 2003. D'accord. Et voilà. En fin de carrière, ça va arriver combien? 2002, 2003. Non, oui, un petit peu plus, quoi. 2008, 2009, 3000, quoi. Après, en Allemagne, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, un chauffeur aux États-Unis, c'est 70 à 80. Ça a poussé jusqu'à 100 000 $. Donc voilà, c'est des métiers qu'il faut aussi savoir revaloriser. Et on le voit actuellement, c'est aussi ce qu'on fait. Maintenant, voilà, c'est probablement aussi une population qui a été parfois un peu difficile à manager en termes de relations sociales. Donc, oui. Voilà. Il faut continuer à les former, à les aimer, parce qu'en tout cas, tu en as vraiment besoin. Ah, ils sont fidèles en plus, hein, ils sont contents de bosser dans le groupe. Hein. Oui, absolument. On a un taux de fidélisation, on a une moyenne d'ancienneté de 12 ou 13 ans dans le groupe, enfin, pas mal, entre 12 et 13, qui s'est un peu réduit, mais pas non plus considérablement. Et quand on sait aujourd'hui que les nouvelles générations sont plus volatiles, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'ère du temps, etc., c'est toujours intéressant de pouvoir capitaliser sur des gens qui ont de l'expérience, pas seulement des compétences, un savoir-faire, mais aussi ce savoir-être qu'ils peuvent transmettre, etc. Et voilà, je trouve que c'est remarquable de pouvoir s'appuyer sur ce capital humain. Au sein du capital de l'entreprise, donc il y a 40 actionnaires. Comment on fait pour le management de l'actionnariat familial? Pas de famille quoi, là, ici, à part ma sœur. Ouais. Hello, Clara. Carla, oui. Bon, elle est géniale. Hein. Donc, si les 38 autres sont pareils... Alors, non, mais je vais rester, rester positif. C'est-à-dire qu'il y a forcément des contraintes. Vous avez des actionnaires qui sont héritiers, par définition, puisqu'ils n'ont jamais investi un euro là-dedans, etc. Donc, ils ont un peu tendance à la 4e génération, comme on est aujourd'hui. Ils ne connaissent pas très bien notre métier. Moi, ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils ne me voient jamais les livrer chez eux. Quoi. Bon, on ne fait pas ce métier-là, on n'est pas sur ce segment-là. D'ailleurs, pourquoi tu n'y vas pas, hein? Parce que, non, j'ai pas envie de faire ça. Mais non, ils ne comprennent pas toujours notre métier, ils ne s'y intéressent pas, ils sont là... J'allais pas dire contraints et forcés, mais ils sont là parce qu'ils ont hérité de cette action et de leurs actions. Et par conséquent, ils sont parfois un peu passifs.
Maintenant, le lien familial se refait aussi autour de la boîte, et ça c'est quand même vachement important. Et surtout, et c'est là où il faut rester extrêmement positif, une entreprise familiale, c'est une entreprise qui peut se gérer sur le temps long. Et ça c'est formidable d'avoir des actionnaires héritiers qui n'ont pas d'attente particulière en termes de rentabilité du capital, qui sont pas en train de venir taper à ma porte tous les jours pour dire dis donc les dividendes n'étaient pas assez élevés, et quand est-ce que tu nous rachètes nos actions, et on veut sortir dans 5 ans, et dans 2 ans comme on sort on arrête d'investir. Non, moi si je leur dis dans 15 ans je veux être le leader européen de la messagerie, ben, j'ai 15 ans pour le faire. Quand je veux investir, comme on le fait aujourd'hui, sur la transition environnementale, en prenant des sommes et des risques importants, parce que ça se fait sur le temps long, parce qu'il faut être très agile dans le choix des technologies qu'on fait, j'ai un confort managérial remarquable. Et donc ce confort que m'octroient les actionnaires, ça me permet aussi d'être beaucoup plus patient, et beaucoup moins surréagir aux atermoiements du marché. La crise qu'on est en train de traverser, bah, c'est une crise parmi d'autres, et on va la traverser, on en sortira et on rebondira. Vous voyez, c'est plus du tout la même approche, on n'a pas d'optique de court terme, et ça c'est un confort à la fois remarquable en termes de management, et surtout pour l'entreprise, je pense vraiment que c'est extrêmement bénéfique, y compris pour l'ensemble des parties prenantes qui la composent. Jean-Thomas, tu diriges une ETI, tu es très présent au milieu des ETI françaises, on en a à peu près 5500. On voit que les Allemands chassent en meute, les Anglo-Saxons aussi. Est-ce que nous, Français, entre patrons d'ETI, on s'aide beaucoup? Et est-ce qu'on aide la PME à devenir ETI, donc à passer le cap des 50 millions ou des 250 collaborateurs? Bah non, parce que ça vient, mais disons que la catégorie ETI, elle a d'abord été créée en 2008. Hein. Auparavant, il y avait les PME, et nous, on nous appelait grosses PME, donc grosses, petites, moyennes entreprises. Bon, voilà. Et on a réussi à capter cette catégorie ETI qui nous différencie. Mais aujourd'hui, les aides européennes, par exemple, s'arrêtent à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions d'euros de bilan, etc. Et on n'est pas, ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions d'euros de bilan, 250 salariés, etc. Nous, on est une catégorie qui est à 70% familiale, donc aussi des industries qui sont très présentes dans les territoires, qui misent sur le temps long, et donc avec tous les avantages que je viens de citer. Le gros désavantage, c'est qu'on est un pays jacobin très centralisé, donc il n'y a pas cet aspect lender comme on peut l'avoir en Allemagne, avec souvent des écosystèmes, avec les universités proches des entreprises, les banques locales qui sont très proches des entreprises, un soutien. Moi, je vous mets au défi, entreprise française à Strasbourg, d'aller piquer un client à une entreprise allemande du transport de l'autre côté du Rhin, dans le Baden-Württemberg. Hein. C'est impossible. Et rien que l'idée que la marchandise puisse passer sur un quai en France, déjà, c'est une horreur. là, le schéma, non, ça ne marche plus, les flux ne fonctionnent plus. Donc, il n'y a pas ce côté fonctionnement en meute. Le Mittelstand allemand, c'est 12 500 entreprises. Nous, on est 5 000, et encore, ça a pas mal progressé ces dernières années. Au début des années 80, il y avait autant d'entreprises de taille intermédiaire en Allemagne, puis est passé l'ISF, les transmissions, etc. Et on a dilapidé le capital industriel français, et notamment le capital de ces entreprises de taille intermédiaire, qui ne savent, peut-être entre elles, chasser en meute, mais malheureusement pas avec un écosystème universitaire qui nous regarde toujours d'un œil extrêmement méfiant. Je ne parle même pas des collèges, etc., avec les stagiaires qui nous regardent comme le grand prédateur. Donc il y a encore énormément de travail pour apprendre à chasser en meute, mais c'est le terme, il faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Et alors, le plus haut métier du monde, avant les questions spontanées, Jacques Léna qui va en poser une, là, il y réfléchit d'ailleurs. C'est patron d'une ETI ou c'est joueur de foot professionnel? Si je pouvais faire les deux, ça m'arrangerait vachement. Donc, tu rêvais, tout minot, d'être pro de foot comme beaucoup de gamins? Quand j'avais 5 ans, tu m'aurais dit tu veux devenir DG d'une boîte de transport. Non, là, je reviens toujours ça, à mon histoire de je petit camion. comprends, oui. Non, je trouve que joueur de foot, c'est sympa, mais j'avoue que mon quotidien est extrêmement passionnant, donc je regrette rien. Non, tu as beaucoup parlé de l'Europe et de l'Allemagne. Les concurrents principaux du groupe aujourd'hui, ils sont où? Ils viennent d'où? Et est-ce que la Chine et les États-Unis, qui menacent pas mal de secteurs économiques, sont aussi un danger pour un secteur comme le tien? Alors, ils s'appellent Bip, Bip, Bip et Bip, mais ils viennent essentiellement d'Allemagne. Je vais les citer un peu quand même, mais si tu veux, dans mon segment d'activité, parce que c'est comme tout le transport, tu as des transporteurs, tu as des organisateurs de transport, etc. Nous, on est plutôt dans la catégorie organisateurs de transport. On se retrouve avec des très grands groupes allemands, type Schenker, qui appartient à la Deutsche Bahn, par exemple. C'est souvent des filiales d'entreprises publiques. Hein. Le plus gros concurrent en France, c'est Geodis, qui appartient à la SNCF. Donc, vous voyez, en face des mastodontes,
on doit se battre en face de gens qui ont des moyens démesurés et puis qui ont les poches assez profondes, et ce qui parfois a pu poser certaines difficultés dans le passé. Schenker, Daxer, qui est un grand groupe familial pour le coup. Voilà. Donc c'est des groupes essentiellement anglo-saxons. Pour ce qui est des États-Unis, je dois dire que XPO a racheté Norbert d'Entresangles avec un succès que, vu de ma fenêtre, en toute modestie, je trouve assez mitigé. Voilà, parce qu'il y a une vision américaine de rentabilisation de l'actif, etc., qui n'est pas toujours adéquate avec la stratégie précédente. Les Chinois sont encore assez peu présents, si ce n'est peut-être sur la partie aérienne et maritime, ils percent un peu, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'acquisition majeure dans notre secteur de la part de Chinois qui sont venus racheter des entreprises concurrentes chez nous. Et quant aux États-Unis, ils ont un marché qui est totalement différent du marché européen, mais vraiment complètement structuré d'une manière complètement différente. On fait des très longues distances avec des très gros lots, etc. Chez nous, c'est encore un marché différent et ils n'ont pas, pour le coup, nous, on a du mal à percer là-bas. Eux ont aussi du mal à percer chez nous, inversement. Oui, une petite question. Vous parliez de transport aller jusqu'au vélo. Est-ce que, par exemple, les drones ou les véhicules sans chauffeur font partie des choses qui pourraient arriver chez vous? Alors les drones, pas vraiment, parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément focalisé sur la livraison du particulier. Ça fait partie de nos. C'est pour ça que tes actionnaires familiaux ne te voient pas. Bah oui. Voilà, mais le problème, c'est qu'ils posent aussi des questions sur les drones, alors qu'eux me connaissent depuis 30 ans. C'est ton cousin, en fait, Dominique. Non, mais la question est intéressante. D'abord, évidemment, la pénurie de chauffeurs incite à penser que la technologie pourra y répondre d'une manière ou d'une autre. Il y a des tests qui sont faits, notamment sur les autoroutes, sur des lignes, etc. Après, sur de la livraison en centre-ville, moi, je me méfie toujours des normes et du normatif et de la capacité, du principe de précaution à laisser un camion se balader tout seul dans la rue. Même s'il y a quelqu'un qui le conduit à distance, etc., je ne suis pas sûr que on y arrivera, mais je pense qu'il y a là-dessus, il y a une évolution qui va se faire. Les véhicules autonomes, dans le temps, ça viendra. On y arrivera. Comment et dans quelle mesure vis-à-vis du camion, je ne sais pas, mais en tout cas, ça finira sans doute par venir. En revanche, sur les drones, à ce stade, on est plus quand même sur le domaine du buzz, voilà, de l'exception ou du marginal. Mais il y a effectivement, notamment aux États-Unis, des endroits un peu désertiques qui se livrent par zone, par drone, sur des zones un peu éloignées, quoi. Oui, les éditions Glénat louaient des entrepôts à l'entreprise Epner vers Orly il y a très longtemps. C'est comme ça que j'ai connu votre papa. Je voulais savoir si aujourd'hui la logistique est toujours une grosse partie de l'activité des transporteurs. Alors, des transporteurs, sans doute. Chez nous en particulier, on a fait le choix il y a quelques années parce qu'on avait fait le constat qu'on était plus pertinent sur le marché. En fait, on avait investi dans de la logistique tout proche de nos centres expéditeurs, ce qui veut dire des coûts immobiliers très élevés, en leasing, avec une main-d'œuvre plus chère et puis une taille qui était trop petite, en face de très grands acteurs spécialisés qui se sont soit spécialisés comme certains acteurs que je connais, comme FM ou des gens comme ça, soit plus généralistes avec là aussi des moyens importants qui ont diversifié leurs activités. Nous, on a fait le choix de se replier un peu parce que, encore une fois, on a accumulé des pertes importantes à un moment là aussi où je pense que l'entreprise avait besoin de réaccélérer dans le domaine de la digitalisation, de la transition environnementale, et on peut pas être partout, on peut pas diluer la puissance de nos investissements, sachant qu'il aurait fallu là aussi faire des investissements immobiliers et informatiques extrêmement importants pour se remettre ne serait-ce qu'à la page. Donc voilà, on a fait ce choix de sortir. Néanmoins, la logistique constitue un des axes majeurs du développement du transport et de la logistique en France chez une grande partie des acteurs présents. Bon, il devait être brillant, lui aussi, il a été, on applaudit très chaleureusement, Jean-Thomas Schmitt. Bravo. Merci Alain.